Bismillahirrahmanirrahim. On continue avec le module de soins en pédiatrie et on entame avec la partie pratique, ou bien le volet pratique. Parmi les fiches techniques qu'on va voir ensemble, c'est la surveillance, ou bien l'observation et la surveillance des patients sous perfusion. Donc, avant tout, on doit connaître qu'est-ce qu'une perfusion. Donc, la perfusion, tout simplement, c'est un procédé qui permet l'injection lente et continue de liquide dans la circulation sanguine. Donc, les solutés qu'on va passer pour un malade par la voie parentéral. Donc, habituellement, on utilise la voie intraveineuse et pour des objectifs bien déterminés, par exemple, pour faire passer des produits médicamenteux, lorsqu'il s'agit d'une dose importante, par exemple, plusieurs grammes d'ampicilline ou bien de pénicilline, donc une dose élevée, c'est impossible de faire passer par injection intramusculaire, donc il y a recours à la voie parentéral par la perfusion. Donc la perfusion permet l'administration de produits médicamenteux. On utilise la perfusion comme solution de réhydratation. Le moment, par exemple, devant les cas présentant des déshydratations, une perte importante hydroélectrolytique, donc la perfusion, c'est un moyen pour corriger ces pertes. L'exemple des électrolytes, par exemple, de faire passer par la perfusion, nous avons par exemple le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, donc selon l'indication, donc c'est une indication médicale. Donc c'est le médecin qui va demander de faire passer les différentes électrolytes selon le besoin. La perfusion se représente sous différentes formes, par exemple, de solutés glycosés, par exemple, soit sérum glycosé isotonique ou bien hypertonique, donc les 5% ou bien l'hypertonique de 15 et 30%. Sérum bicarbonaté, c'est une solution à perfusion, donc on peut donner ce type de sérum aux malades. Les dérivés du sang, ou bien même de produits nutritionnels à base de glucides ou bien de lipides. Donc ce sont tous des solutés qu'on peut les passer sous forme de perfusion. La perfusion elle-même, parfois, est indispensable lorsqu'il s'agit d'impossibilité de faire passer certains produits médicamenteux par d'autres voies. Eh bien, le moment est impossible d'utiliser d'autres voies. Donc la perfusion n'est pas sans risque. Pour cette raison, la mise en place d'un malade sous perfusion exige une surveillance stricte. Parmi les accidents qu'on peut rencontrer chez un malade sous perfusion, par exemple, les accidents cardiaques. Lorsqu'il s'agit d'un débit trop rapide, par exemple, ou présence d'air dans la tubulure. Et surtout, par exemple, la présence d'air dans les tubulures expose le malade à un danger grave, comme par exemple l'embolie pulmonaire. Aussi, comme accident, suite à une perfusion, par exemple, les accidents infectieux. Le risque infectieux est dû dans la plupart des cas suite au non-respect des conditions d'asepsie et non-respect des conditions d'hygiène avant la réalisation et après.
Il y a aussi les accidents locaux. Lorsque le liquide passe à côté de la veine, ça veut dire votre malade est perfusé, il y a l'écoulement du produit médicamenteux, mais ne passe plus dans la voie veineuse, mais il est en dehors, il est sous-cutané. Donc, il y a ce qu'on appelle l'extravasation. L'extravasation. Pour cette raison, vous trouvez chez votre malade le liquide qui passe à côté. Donc, il y a une région oedémacée qui signifie le passage du liquide dans la région sous-cutanée, entraînant une compression des tissus et des nerfs de la région piquée. Il y a d'autres accidents, par exemple, les accidents allergiques, parce qu'on a dit auparavant que la perfusion, c'est un moyen pour faire passer des produits médicamenteux tels que, par exemple, les antibiotiques, risque d'allergie à un tel ou tel produit médicamenteux, donc provoque cette réaction. Provoque une réaction. Donc l'image indique les différents types de flacons de sérum, soit en plastique, soit en verre, suspendus par une potence. Au niveau du tubulure, il y a la chambre de goutte à goutte qui doit être remplie à moitié de sérum pour faciliter le contrôle du débit et en même temps pour connaître la fin lorsque les flacons du sérum se vident complètement. Par exemple, au niveau du tubulure, de haut en bas, il y a ce qu'on appelle la prise d'air. Les éléments constituent donc la prise d'air, le tube de goutte à goutte, plus la chambre de compte-gouttes qui doit être remplie à moitié du sérum pour faciliter le contrôle du débit indiqué par le médecin. Parfois, on trouve juste ici donc le filtre, donc au bas de la chambre de goutte à goutte, la moulette qui permet le réglage du débit, le moment, bien le débit indiqué par le médecin, une tubulure et même un site d'injection en Y parfois dans la tubulure qui va nous aider pour réaliser certaines injections de produits médicamenteux par la voie IVD, donc intraveineuse directement. Donc il y a un robinet d'arrêt, donc à 3 voies. Donc l'aide-soignant a un rôle à jouer le moment de faire la surveillance, donc pour contrôler le débit qu'on doit respecter, le débit indiqué par le médecin qui doit être respecté, et devant toute anomalie ou bien un changement de débit, le premier geste à faire stopper la perfusion et signaler auprès de la surveillance de la perfusion selon la règle d'ORR, donc ORR, organisation, réalisation, relation. Donc premièrement, on commence par le premier point, c'est l'organisation. Dans l'organisation, on se base sur, premièrement, la cueillette des données, ou bien recueillir des données et des transmissions. Dans cette phase, on doit réunir les éléments nécessaires pour faire la surveillance. Par exemple, le lieu, on doit connaître le lieu de l'implantation du cathéter, ou bien de l'aiguille. Donc le lieu
est-ce que le point d'injection de la perfusion se trouve au niveau du pli du coude, par exemple, au niveau de l'avant-bras, donc l'avant-bras droit ou bien le gauche, ou bien au niveau de la région sous-clavière, donc les différents endroits où il y a l'emplacement de votre perfusion, bien la perfusion de votre malade. Du matériel utilisé, par exemple, le pied sérum, est-ce que potence utilisée, il s'agit d'un pied sérum bien potence mobile ou bien fixe? Est-ce qu'il y a une pousse-seringue ou bien la pompe réglable qu'on doit utiliser en même temps que votre malade est sous perfusion? Donc tous ces éléments, on doit les prendre en considération. Du matériel utilisé, de la durée de la perfusion, en continu ou soit les continus bien discontinus. La durée, bien sûr, selon la quantité indiquée par le médecin, donc le nombre de flacons du sérum à passer, et le plus le débit du goutte à goutte, donc une perfusion qu'on doit passer par exemple à flot et avec un débit par exemple de 10 gouttes par minute, c'est pas la même chose. Donc on doit respecter l'indication du médecin, ou bien la dose indiquée par le médecin. Il faut respecter aussi, ou bien prendre en considération le contenu de la perfusion. Donc des solutés, est-ce qu'il s'agit des solutés de l'hydratation, ou bien de nutrition parentale, ou bien de passage des produits médicamenteux. Et on a dit auparavant, il y a certains risques reliés, par exemple, bien, qui sont reliés directement avec le produit médicamenteux passé. Donc un débit accéléré avec une perfusion contenant, par exemple, des antibiotiques et tout en prenant en considération le risque allergique. Donc on expose notre malade à un danger énorme. Donc c'est le risque allergique, par exemple. De l'autorisation, on doit prendre en considération l'autorisation ou non pour le patient de se lever ou bien de se doucher, de prendre une douche plutôt. Donc le médecin, est-ce que le médecin nous a accordé, par exemple, de faire déplacer le malade malgré qu'il est perfusé? Et comme vous le savez, la durée du cathéter peut arriver jusqu'à 62 heures. Donc parfois, cette durée est longue. Donc, est-ce que le médecin nous a accordé de faire déplacer le malade le moment qu'il est perfusé, ou bien de lui prendre certains soins ou bien de toilette, comme par exemple prendre la douche? Toujours dans les règles et sur le point organisationnel, donc l'organisation, et maintenant comme on a parlé auparavant, donc la surveillance d'un malade, supervision nécessite la surveillance du matériel et la surveillance du malade. Par exemple, dans le point, ou bien dans la règle, et surtout sur le point organisationnel, ou bien d'organisation, auprès du patient, on doit s'assurer de son confort et de l'absence d'incidents. Il faut s'assurer que votre malade il est en situation de confort, qu'il est dans une situation de confort, et en même temps, en absence de tout incident. Donc toujours, je reviens, donc la surveillance auprès du patient, il faut s'assurer de son confort. Donc mettre votre malade en situation de confort. Et il faut vérifier l'absence de tout incident, comme par exemple des douleurs, des rougeurs ou bien des fuites. Donc la douleur et la rougeur dans la plupart des cas, ce sont des signes d'intolérance. Donc votre malade, il est mal à l'aise, il risque de courir d'un danger de grande gravité.
Il faut observer aussi le fonctionnement du dispositif afin de dépister des anomalies. Donc, on doit respecter ou bien suivre et observer toute anomalie. Deuxième point de la règle, c'est la réalisation. Le moment de faire la réalisation, donc ou bien dans le point réalisation, on se base sur l'efficacité et la sécurité de notre malade. Avant tout, on doit mettre la sonnette à la portée de la main du malade. Et lorsqu'il s'agit, par exemple, d'un enfant, par exemple, comme vous avez remarqué dans nos différents services, parfois il y a des gardes malades, ça demande l'implication du parent ou bien la surveillance stricte de la perfusion de la part de l'aide-soignant. Donc, observez la perfusion et son bon fonctionnement au niveau, premièrement, du liquide dans le flacon afin de prévenir l'infirmier ou bien l'infirmière avant la fin de la perfusion. Donc, on a pris ça en considération, on a dit que le débit indiqué par le médecin doit être respecté. Et pour cette raison, on a dit la chambre de goutte à goutte doit être remplie à moitié du sérum pour faciliter d'un côté le contrôle du débit indiqué par le médecin et de connaître enfin lorsque la perfusion est complètement vide. Prendre en considération du stylet-goutte qui doit toujours être rempli à moitié. Il permet de vérifier le débit par les bulles d'air qui remontent dans le flacon ou dans la poche. De l'écoulement qui doit être régulier selon le rythme réglé par l'infirmier. Il ne doit pas être arrêté ni modifié. Donc, si vous l'aide-soignant, s'il constate ou bien il remarque qu'il s'agit d'un changement du débit indiqué par le médecin, le premier geste à faire de sa part, c'est faire stopper la perfusion et signaler auprès de l'infirmier ou bien l'infirmière. Il faut prendre en considération aussi, ou bien observer, de la tubulure qui ne doit être ni pliée ni coudée. Donc la tubulure peut glisser par exemple sur le bras de votre malade et elle est devenue coudée ou bien pliée. Dans ce cas-là, donc il y a impossibilité de passage du liquide, donc du traitement, donc il y aura absence d'efficacité. Donc une tubulure pliée ou bien coudée ou bien écrasée par le patient, elle ne doit pas comporter de reflux et elle ne doit pas comporter de reflux de sang ou de bulles d'air. Donc le moment de faire la surveillance, si vous voulez, c'est la partie de la surveillance du matériel. Le moment que le liquide passe dans la tubulure, on doit remarquer la présence d'air. Est-ce qu'il y a, s'il s'agit de présence d'air, donc il faut stopper la perfusion. On a dit, peut exposer le malade à un risque de grande gravité, c'est l'emphysème pulmonaire, plutôt l'embolie pulmonaire. Donc c'est parmi les accidents de la perfusion. Et on a dit, une tubulure coudée ou bien pliée signifie l'absence de passage, ou bien l'impossibilité de passage du produit médicamenteux. On doit vérifier ou bien aussi observer du bras et du point de ponction. Donc toujours le bras ou bien le point de ponction. Le bras doit être mis et maintenu en bonne position pour permettre le bon écoulement du produit. Ça veut dire un bras plié, donc il va gêner bien le passage du sérum. Vérifier l'absence de fuite. Et dans la plupart des cas, le fuite, c'est le goutte à goutte, appelé suintement. Donc, c'est la fuite ou bien le passage du liquide en dehors de la voie veineuse. On appelle ça suintement. Et son passage sur la peau, on appelle ça extravasation.
vérifie l'absence de fuite liquide ou de sang. Le pansement donc doit être sec et propre. Le bras ni chaud, ni rouge, ni douloureux. Donc, un pansement sec signifie qu'on a respecté les conditions d'asepsie. Les signes de rougeur, par exemple, et de la douleur et un bras chaud signifie l'installation des signes de l'inflammation. Et dans la plupart des cas, l'installation des signes d'inflammation s'ensuit en non-respect des conditions d'asepsie et les conditions d'hygiène aussi. En présence de pompes électriques, veillez à ne pas débrancher le dispositif et des soins lors des soins et prévenir toujours l'infirmier en cas d'alarme visuelle ou sonore. Observez et surveillez le patient au niveau de son état général. Par exemple, la surveillance de l'état général, on doit repérer la présence de signes, par exemple, de la pâleur, sueur, des frissons, des douleurs, des éruptions cutanées, sensation de malaise général. Donc, ce sont des signes de choc ou bien ces signes d'intolérance. Devant ces signes, le premier geste à faire de la part de l'aide-soignant, il doit stopper et arrêter immédiatement la perfusion et prévenir, dans le cadre immédiatement, l'infirmier ou le médecin. Et surtout, il faut stopper la perfusion avant de signaler. Donc, le premier geste à faire, c'est stopper la perfusion et signaler auprès de l'infirmier ou bien du médecin pour prendre en charge la situation de votre malade. Le confort. Le confort du malade, c'est un élément essentiel du moment de faire de la surveillance. Vérifier la bonne fixation, on doit vérifier la bonne fixation du matériel pour éviter l'ablation accidentelle. On a dit, par exemple, la tubulure ne doit pas être tendue. Si votre perfusion est tendue, pour cette raison, ou bien on doit mettre le flacon du sérum au-dessus du bras perfusé. Donc, pour que votre tubulure ne soit pas tendue. Une fois elle est tendue, il y a risque d'arrachement. Donc, risque d'ablation accidentelle. Lors d'immobilisation, il faut s'assurer d'une certaine liberté de mouvement. Veillez à ne pas tirer sur les tubulures, ni les coudées ou les coincés. Donc ça demande parfois de déplacer le malade ou bien faire réaliser certains soins en parallèle. Donc tout simplement, la perfusion ne doit pas être un obstacle. Tout simplement, on doit respecter certains critères et certaines conditions. Parmi eux, donc on doit prendre en compte que notre maladie supervision, donc il y a risque d'arrachement, risque d'infection, on doit respecter ces critères. L'hygiène, la friction des mains avec une solution hydroalcoolique avant et après le soin. Donc c'est la réalisation devant chaque soin. Maintenant, les critères exigés par l'Organisation mondiale de la santé, c'est un lavage simple des mains avant et après chaque acte de soin. Après le lavage simple des mains, on peut pratiquer par exemple une friction ou bien désinfection avec une solution hydroalcoolique aussi avant et après chaque soin. On a vu ça dans la technique, dans la friction par la solution hydroalcoolique. Au cours des soins pratiqués auprès du patient, veillez à l'hygiène pour lutter contre le risque infectieux, surtout le risque infectieux. L'installation des signes d'inflammation, on a dit que dans la plupart des cas, sont suite au non-respect des conditions d'asepsie et au non-respect des conditions d'hygiène. Donc, il faut veiller à respecter ces conditions. Donc, les pansements robinets, tubulaires doivent rester propres et secs.
ils sont protégés d'essuyer lors de la toilette ou la douche. Donc, on peut pratiquer de toilette le moment que votre malade est perfusé, mais tout simplement, on doit respecter les conditions d'hygiène. Les faces extérieures de la pompe électrique ainsi, lorsque parfois le malade il a une perfusion et en même temps ça demande de faire passer des produits médicamenteux tout en utilisant des produits de la pompe électrique. Donc votre l'aide-soignant participe comme aide avec l'infirmier. Donc il s'agit d'un travail d'équipe, donc l'équipe soignante. Donc réalisation de soins dans des conditions meilleures pour favoriser l'amélioration de l'état de santé de votre malade. Donc, comme vous le savez, chaque soin se termine par exemple par l'évaluation de la qualité du soin. Donc, la qualité du soin se base sur la sécurité et le confort. Si notre malade, si on a réussi de mettre le malade dans une situation de sécurité, dans une situation de confort, donc on peut considérer ça comme l'un des qualités de soins. Dans cette étape, la perfusion ne provoque pas de douleur de quelque type que ce soit. C'est-à-dire si la réalisation de la perfusion, pratiquée par l'infirmier bien sûr ou bien l'infirmière, et on a constaté que notre malade, l'absence totale de toute sensation douloureuse, donc signifie qu'on a mis notre malade dans une situation de confort, on a mis notre malade dans une situation de sécurité. Le liquide s'écoule normalement et sans fuite. S'écoule d'une façon normale et sans fuite. Normal signifie qu'on a respecté la dose indiquée par le médecin, le goutte à goutte selon le débit. Absence de fuite, donc il ne s'agit pas de suintement, donc le goutte à goutte en dehors du corps humain. Et il n'y a pas de passage du liquide dans la région sous-cutanée qui est l'extravasation. Donc, on appelle ça, la réalisation de notre soin, c'était dans une meilleure qualité. Le patient est observé régulièrement afin de dépister des anomalies au niveau de son comportement, au niveau de la perfusion. Donc, l'observation, donc on est en train de chercher, est-ce qu'il y a des signes d'intolérance? Est-ce que notre malade est mal à l'aise? C'est à cause, parce que la solution, bien le sérum, bien la perfusion, ça peut contenir des produits médicamenteux, peuvent provoquer la réaction allergique, et la réaction allergique peuvent exposer le malade à un danger énorme. On appelle ça donc une réaction allergique pouvant mettre le pronostic vital de notre malade en danger. Donc devant les moindres anomalies, il faut alerter immédiatement le médecin ou bien l'infirmier du service. On est l'hygiène, bien sûr, il faut respecter toujours les règles et les procédures d'hygiène sans les moindres anomalies. Le dernier point dans la règle ORR, c'est relation. La relation avec le patient, il faut lui expliquer les éléments de surveillance et lui demander d'appeler si nécessaire. Ça veut dire, on a dit, s'il s'agit d'un enfant qui est compréhensif, ou bien une personne, ou bien malade, qui peut communiquer, donc ça demande lui expliquer l'intérêt et l'importance d'appeler si devant les moindres nécessités. Sinon, il faut impliquer les parents du malade, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un petit enfant. Lui dire de ne jamais toucher la pince ou la roulette qui règle le débit. Donc, surtout, il faut insister que le malade ne touche pas la moulette pour ne pas changer le débit indiqué par le médecin, parce qu'on a dit au début que
le débit indiqué, bien le goutte à goutte, indiqué par le médecin, la dose indiquée par le médecin doit être respectée. Avec l'équipe soignante, il y a transmission, il faut transmettre à l'infirmier, par exemple, lorsqu'il s'agit d'un bras rouge, gonflé, douloureux, donc signifie les signes d'inflammation. Donc il faut signaler auprès de l'infirmier ou bien l'infirmière qu'il s'agit d'une anomalie ou bien ce qu'on appelle les signes d'inflammation. Un débit qui s'y modifie ou arrêté, ça veut dire le médecin indique un débit et vous avez remarqué que la perfusion, il y a un changement d'accélération du débit ou bien la perfusion est complètement stoppée. Il faut faire le premier geste de la part de l'aide-soignant, c'est arrêter la perfusion et signaler auprès de l'infirmier. La présence de sang dans la tubulure, la présence d'air nécessite de signaler ça auprès de l'infirmier. Arrêter la perfusion et prévenir immédiatement l'infirmier en présence de sueur, de gêne respiratoire, d'angoisse du malade, de frissons, d'hyperthermie, de tachycardie, de démangeaison. Donc, ce sont soit des signes d'intolérance, soit des signes d'inflammation, soit des signes de réaction allergique. Ça demande de stopper la perfusion et signaler. Un débit trop rapide ou présence d'air dans la tubulure, tout ça nécessite de stopper la perfusion et prévenir immédiatement l'infirmier. Comme vous voyez ici l'image, par exemple, les signes d'extravasation et en même temps les signes d'inflammation. Donc, le moment que le liquide passe dans la région sous-cutanée, donc la région de la perfusion du point de ponction est complètement oedémacé. Donc, s'il y a passage du liquide du sérum dans la région sous-cutanée, provoquant une compression sur les nerfs et sur les tissus de voisinage. Comme critère de qualité de soins, premièrement, si la soluté ou bien la perfusion coule selon le débit indiqué par le médecin, donc on a respecté la dose indiquée par le médecin, donc on peut considérer ça comme un critère de qualité. L'absence de sensations douloureuses chez votre enfant, l'intégrité du dispositif est maintenue, donc les dispositifs utilisés pour faire la perfusion est maintenu, donc, et selon les critères, les conditions d'asepsie, les critères d'hygiène, les conditions d'hygiène, et en fin de compte, aucune complication n'a été constatée chez votre malade, donc on a réalisé le soin dans des conditions meilleures. On peut considérer ça comme critère de qualité de soins. On termine notre cours avec des questions. Ce sont des questions, bien sûr, sur des variations, comme ça peut être question d'examen final. Citez, par exemple, comme première question, citez les principaux types d'accidents possibles chez un malade, par exemple, chez un enfant, sous perfusion. Deuxième question, expliquez le rôle de l'aide-soignant devant un enfant sous perfusion. Et merci de votre attention.